Hey, le vlog que tu t'apprêtes à regarder est la suite directe de l'épisode précédent. Alors si tu l'as pas encore vu, eh bien, je t'invite vivement à le faire dès maintenant. Pour ça, tu peux cliquer directement sur le lien qui apparaît juste là. Et puis après, t'as plus qu'à revenir ici. Alors vas-y, écoute, prends ton temps, moi je t'attends ici tranquillou. Allez, bon visionnage. Les amis, on continue ce road trip incroyable à travers le Red Center australien. J'ai pas filmé hier soir après notre randonnée dans le Kings Canyon. On a fait 2h30 de route pour rejoindre une roadhouse. On a pu passer la nuit gratuitement et on a simplement profité de la soirée pour joindre nos proches. Donc voilà. Ce matin, on a commencé de nouveau par un peu de route, environ 1h30 pour rejoindre le parc national de Katajuta où se trouvent les Olgas dans lequel on se trouve actuellement. Les Olgas sont un ensemble de 36 dômes de grès rouge qui s'étendent sur plus de 20 km². Le plus haut, le mont Olga, culmine à 536 mètres au-dessus du niveau du sol. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Un truc qui saute aux yeux tout de suite quand on arrive, c'est que contrairement à hier où toute la roche avait plutôt une forme carrée, coupée au couteau, très abrupte, ici tout est rond, tout est arrondi. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais je vais essayer de me renseigner sur internet et je te tiens au courant. Les Olgas et Uluru font partie du parc national de Katajuta, que l'on pourrait traduire par nombreuses têtes en langue aborigène. Ce nom vient de leur croyance selon laquelle les monts représentent des géants morts par pétrification. Là les gars, on est dans le dur, heureusement qu'on est à l'ombre, mais on lâche rien, on est bientôt en haut. Let's go! Ça fait désormais un bon moment qu'on marche et ça fait aussi un bon moment qu'on a croisé absolument personne. On est seul au monde et je pense que ça s'explique par le fait que cette randonnée est classée d'un niveau difficile et qu'il est bien précisé qu'il y a des longues portions qui sont en plein cagnard et sans avoir la possibilité de s'abriter. Donc du coup c'est clairement pas adapté à tout le monde. Puis il y a quelques bonnes côtes aussi. Mais voilà, en tout cas c'est un truc à savoir. Moi personnellement je vais pas me plaindre parce que pour le coup on a ce décor absolument somptueux pour nous tout seuls. Ça use les souliers, 3 km à pied, ça use, 3 km à pied. Ça y est les gars, fin de la rando, j'ai trouvé ça exceptionnel, c'était très similaire d'ailleurs en termes de distance et de dénivelé par rapport à celle qu'on a faite hier au Kings Canyon, mais j'ai trouvé ça totalement différent au niveau de l'ambiance et au niveau des paysages. Après je sais pas ce que toi t'en as pensé à travers les images, moi j'ai une toute petite préférence pour celle qu'on a faite aujourd'hui, je pense due à la forme en fait des roches que j'avais jamais vues avant nulle part ailleurs. En tout cas les deux sont incroyables et si un jour tu viens visiter le Red Center en Australie, je te conseille vivement de les faire toutes les deux. En cette fin de journée, on vient juste de rejoindre le camping qui se trouve à Yulara, c'est le petit village qui est juste à côté de Ayers Rock, le fameux rocher sacré d'Australie qu'on ira visiter dès demain matin. On va rester 2 nuits ici, on a payé environ 130 ou 140 $, je me souviens plus trop, mais je vais te mettre le prix exact juste en bas, ce que je trouve excessif, même si oui, on est à côté d'un monument de l'Australie, je trouve que c'est exorbitant comme prix. Mais bon, qui dit camping dit électricité, que je puisse recharger la caméra et le drone pour continuer à vous faire un maximum d'images. Qui dit camping dit aussi une launderie ou en tout cas un point d'eau pour pouvoir laver les vêtements. Mais surtout, qui dit camping dit la chose la plus magique quand tu es en road trip, cet instant d'extase pour tout backpacker qui se respecte, la douche. Honnêtement, une des meilleures douches de ma vie après ces derniers jours en plein cagnard dans le désert avec cette terre rouge qui colle absolument partout, je me sens revivre. On va profiter qu'il y ait une camp kitchen dans le camping pour se faire un bon petit repas histoire de reprendre des forces et demain on s'attaque à Ayers Rock.
Les amis, on débute cette nouvelle journée en plein cœur du fameux village de Yulara. C'est très certainement l'endroit le plus touristique de tout le Red Center australien, dû évidemment à sa proximité avec le rocher d'Uluru, qu'on ira visiter cet après-midi. Mais là pour l'heure, il est temps de remplir le frigo, enfin la glacière plutôt, parce qu'on est complètement à sec. 12 seconds later. Bon les gars, je viens de me faire jeter du magasin à cause de la caméra. C'est les risques du métier. Je savais évidemment pas du tout que c'était interdit de filmer à l'intérieur, sinon je l'aurais pas prise. C'est pas très grave, du coup je suis juste devant le magasin. J'attends que Charlène finisse les courses, après on file à Uluru. Âgé d'environ 600 millions d'années, Uluru mesure plus de 9 km de circonférence et s'élève à 348 mètres de haut, mais sa plus grosse partie se trouve en fait sous terre. Ça y est, on y est, je suis trop content, on est devant le rocher d'Uluru. Les gars, pour cette première approche avec ce rocher incroyable, on a décidé de commencer par la Base Walk, qui est un sentier d'une dizaine de kilomètres qui fait le tour complet du rocher. Faut savoir qu'il est également possible de louer des VTT ou des Segway. D'ailleurs, on a hésité jusqu'au dernier moment à louer des VTT, mais le prix, comme tout ici, on l'a trouvé un peu excessif pour nous. Il faut compter 70 $ par personne pour 3 heures de location. Et puis on s'est dit qu'on profiterait certainement moins de la vue sur le rocher. Donc on va le faire à pied. Et si jamais tu te poses la question, depuis octobre 2019, il est strictement interdit d'escalader le rocher. En fait, après des décennies de discussions entre le gouvernement australien et les tribus aborigènes locales qui s'appellent les Zainangu, je pense, désolé si la prononciation est pas bonne, en fait à qui appartiennent les terres et donc à qui appartient le rocher, le gouvernement australien a finalement accepté d'empêcher l'escalade du rocher pour respecter les traditions aborigènes. Après, c'est évidemment aussi une question de sécurité. Il faut quand même noter que 37 personnes ont perdu la vie pendant l'ascension du rocher depuis les années 1960. Le rocher possède des grottes qu'il est possible de visiter afin d'admirer des dizaines de peintures rupestres. Mais malheureusement, comme tu peux le voir sur ce panneau, il y a plusieurs sections qu'il est interdit de filmer ou photographier. C'est la première fois du parcours qu'on passe aussi près du rocher, on peut le toucher d'ailleurs, et c'est là qu'on se rend compte à quel point il est gigantesque, c'est un truc de dingue. Ça va peut-être te paraître étonnant, mais malgré les centaines de touristes qui défilent chaque jour autour du rocher et le fait qu'à la base c'est pas spécialement quelque chose auquel je suis normalement sensible, j'ai vraiment trouvé que la spiritualité du lieu était perceptible et ce de manière forte durant toute la randonnée. Les gars, on va finir cette belle journée de manière encore plus exceptionnelle puisqu'on va pouvoir prendre notre petit apéro et manger tranquillement en profitant d'un coucher de soleil sur Uluru. Et ouais, parce que les mecs qui ont aménagé le parc national, ils ont pensé à tout, ils sont intelligents. Il y a une aire spécifique pour admirer le coucher de soleil sur Uluru et de l'autre côté, il y a une aire pour admirer le lever de soleil sur Uluru. J'essaie de faire un timelapse du coucher de soleil avec mon téléphone et on est en train de monter un système plan B. Regarde ça. J'ai placé le téléphone sur trépied avec la batterie externe.
Ce matin, on a pris un coup de folie, on s'est levé à 5h30, on a replié la rooftop tent 1-2-2, on a sauté dans un short et une paire de claquettes et on est venu profiter des premiers rayons de soleil sur Uluru. Les couleurs étaient encore une fois incroyables, bon, il y avait beaucoup plus de monde, je suis assez surpris, je pensais qu'il y aurait plus de monde au coucher de soleil qu'au lever, mais bon, c'est pas grave, c'était magnifique. Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, tu sais qu'une grande majorité de toutes les photos que tu peux voir, notamment sur des lieux célèbres comme celui-ci, qui sont soi-disant pris au coucher de soleil, sont en fait pris au lever de soleil parce que la palette de couleurs est beaucoup plus grande et c'est souvent plus joli. Et c'est surtout pour moi le meilleur moment de la journée, surtout avec un petit café. Qu'est-ce que t'en penses? On va se faire un petit café? Allez, c'est parti. Et voilà les amis, petit café tranquillement à l'ombre. Au programme aujourd'hui, pas grand chose si ce n'est beaucoup de route, puisqu'on va se diriger tranquillement vers notre dernier arrêt pour ce road trip dans le Red Center australien. On va rejoindre le parc de Kenku Breakaways où se trouve notamment la plus longue clôture du monde, et ce pour une raison bien spécifique que je t'expliquerai quand on sera sur place dès demain. Pour l'heure, on va profiter qu'on ait l'électricité et surtout du wifi pour pouvoir trier déjà un peu les vidéos, les photos et travailler un peu sur le montage. Et après, on prend la route. Petit arrêt rapide dans une roadhouse pour récupérer l'essence, hein, tu commences à connaître. J'ai attendu que la voiture refroidisse et je vais en profiter pour faire les niveaux parce que mine de rien, on a fait quelques milliers de kilomètres depuis la dernière fois, dont pas mal en hors piste, je sais pas comment on dit en français, enfin sur la piste. Tu rajoutes à ça que malgré qu'on soit toujours en hiver, les températures montent quand même assez haut dans l'après-midi, donc je crois qu'il est temps de checker tout ça. J'ai juste remis un peu de liquide de refroidissement parce qu'on était très près du minimum. Tu devineras jamais ce que je viens de trouver sous le capot. Je sais pas si tu vois bien la caméra, c'est des petits bouts d'os. Alors je sais pas du tout ce que ça fait là. Est-ce qu'il y a un petit rongeur qui est venu manger là-dessous, ou est-ce qu'on a roulé sur l'intérieur? Assassin! 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 Je vais essayer de regarder s'il n'y en a pas d'autres quand même, parce que ça peut vite être problématique, notamment si ça se coince quelque part. Je sais pas si je vais t'apprendre quelque chose, mais est-ce que tu savais qu'il y a des dromadaires en Australie? Si je te pose cette question, c'est pas anodin, c'est parce qu'on a eu la chance d'en croiser un tout à l'heure, juste à côté d'Uluru. Alors ils ne sont pas originaires d'ici, hein, ils ont été apportés par les Britanniques dans les années 1840 afin d'explorer le centre de l'Australie qui, comme tu l'as vu, est plutôt aride. Et après l'arrivée des transports tels que les wagons et les camions dans les années 1920, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Et oui, ils ont été relâchés dans la nature et faute de prédateurs, ils se sont reproduits à une vitesse grand V jusqu'à atteindre, tiens-toi bien, plus d'1 million d'individus en 2010. Et le problème, tu t'en doutes, c'est que autant de dromadaires, ça fait beaucoup de dégâts sur la faune et la flore australienne. Et à partir de là, l'étiquette de nuisible leur a été attribuée. Et après la saison sèche de 2009 où l'Australie a beaucoup souffert, le gouvernement a décidé de mettre en place des opérations d'abattage régulièrement, réduisant ainsi leur nombre aujourd'hui à environ 300 000 individus. Sur ça les gars, on va manger tranquillement, aller se coucher et on se retrouve demain. Enfin, demain, pour toi c'est tout de suite avec le montage, tout ça. T'as capté, hein? À demain. Les deux rochers que tu vois juste derrière moi sont certainement les plus connus du parc. Les peuples aborigènes locaux les appellent papa ou two dogs, donc deux chiens, puisqu'ils représentent pour eux deux chiens de couleurs différentes qui sont assis. Et en général, les non-aborigènes les appellent salt and pepper, donc sel et poivre. Tu comprends facilement pourquoi.
Les gars, derrière moi se tient la Wild Dog Fence ou la Dingo Fence, en d'autres termes la clôture anti-dingo, tu sais, ces chiens sauvages originaires d'Australie. Et cette clôture a la particularité d'être la plus longue du monde. Tiens-toi bien, elle mesure 5320 km. Je te mets la carte à l'écran pour que tu puisses mieux te rendre compte. Elle a été construite notamment pour protéger les troupeaux de vaches et de moutons qui se trouvent sur la côte. Mais je sais pas toi, en tout cas, je suis bien content de ne pas avoir fait partie de l'équipe qui l'a installée parce que j'ose même pas imaginer le travail que ça représente. That's all I can say. Justice! Les amis, ce road trip incroyable dans le centre de l'Australie touche désormais à sa fin. Je te remercie infiniment d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si tu as pu voyager un peu avec moi au travers de ce vlog ou apprendre des choses intéressantes sur l'Australie ou bien même récupérer quelques précieux conseils pour ton futur voyage au pays des kangourous, eh bien n'hésite pas à liker ou à commenter la vidéo et encore mieux à la partager à tes proches. Ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça me permet d'avoir plus de visibilité et surtout ça me donne beaucoup de force pour continuer de te produire ce genre de contenu. Voilà, merci une fois de plus, prends bien soin de toi, on se retrouve très vite. Et avant de partir, n'oublie pas, on n'a qu'une seule vie alors, tâchons d'en profiter à fond. Bisous.